Mon père a dit que Noël était annulé. Nous sommes trop fauchés cette année. J'ai mangé des restes seul. Cette nuit-là, ma sœur a lancé une diffusion en direct, du champagne, un DJ, une maison pleine à craquer. Tout le monde était là. Sauf moi. Je n'ai rien dit, jusqu'à ce que mon père m'envoie un message, « Peux-tu envoyer 2000 € pour le loyer ?» J'ai répondu, « Oublie mon numéro. Je ne finance pas les menteurs. » À 6 heures du matin, j'avais 48 appels en absence et un message vocal, « S'il te plaît. Nous pouvons parler. Je m'appelle Avery Monroe. J'ai 31 ans. Et la veille de Noël dernier, j'ai appris qu'être trop fauché pour Noël pouvait tout de même inclure du champagne, un DJ et une maison remplie de personnes qui savaient exactement pourquoi je n'étais pas là. Ce matin-là, mon père, Calvin Monroe, a envoyé le message qui a tout annulé. Pas de dîner de famille cette année, pas de cadeaux, pas de rassemblement. L'argent manquait, les factures s'accumulaient, et tout le monde devait se montrer compréhensif. Alors, j'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai compris. Je me suis dit de ne pas en faire une affaire personnelle. J'ai réchauffé des restes dans mon appartement, j'ai mis un vieux film de vacances, et j'ai essayé de ne pas fixer le cadeau non ouvert posé près de ma porte, celui que j'avais acheté des semaines plus tôt, parce que je croyais encore faire partie de cette famille. Puis, un peu après 8 heures, mon téléphone s'est allumé avec une notification de diffusion en direct de ma jeune sœur, Sienna Monroe. J'ai failli l'ignorer. J'aurais aimé le faire. L'écran s'est ouvert sur de la musique retentissant dans le salon que j'avais aidé à payer pour qu'il reste chauffé. Il y avait des lumières partout. Les gens riaient, dansaient, levaient leurs verres, criaient Joyeux Noël comme si rien n'avait été annulé du tout. La caméra a tourné à travers la pièce et les visages sont apparus les uns après les autres. Des parents, des voisins, des amis, tout le monde souriait sous le même toit qui, m'avait-on dit, était trop pauvre pour célébrer. Ma mère, Marlo Monroe, se tenait près du sapin de Noël, riant avec une coupe de champagne à la main. Tout le monde était là sauf moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas commenté. Je suis juste resté assise là, ma fourchette à la main, pendant que la nourriture refroidissait, réalisant que le mensonge ne concernait pas l'argent. Il me concernait. Et la partie la plus étrange était que je serais peut-être resté silencieux si Calvin ne m'avait pas envoyé un message le lendemain matin pour me demander 2000 €, comme si je n'étais pas une fille, pas une personne, juste le fonds d'urgence dont ils oubliaient sans cesse qu'il avait un cœur. Avant que je ne vous dise ce que j'ai répondu et pourquoi mon téléphone avait 48 appels en absence au lever du soleil, dites-moi quel temps il fait chez vous et d'où vous regardez. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon réveil parce que mon téléphone a vibré contre la table de nuit comme s'il avait quelque chose de cruel à annoncer. Pendant une seconde, je me suis laissé croire que c'était peut-être des excuses. Peut-être que quelqu'un avait réalisé que j'avais vu la diffusion en direct. Peut-être que quelqu'un s'était réveillé avec assez de honte pour dire « Avery, nous aurions dû te dire la vérité. » Mais quand j'ai pris le téléphone, le message venait de Calvin Monroe, et ce n'était pas des excuses. Il disait « Peux-tu envoyer les 2000 € pour combler le trou de l'hypothèque aujourd'hui? Les frais bancaires tombent demain. » C'était tout. Pas de joyeux Noël. Pas de « Est-ce que tu vas bien? » Aucune explication sur la raison pour laquelle sa maison avait été pleine de champagne, de musique, de traiteurs et de monde alors que je mangeais des restes seul. Juste une demande d'argent écrite comme si j'étais un paiement automatique avec un pouls. Je me suis assise sur le bord de mon lit et je l'ai lu 3 fois. Non pas parce que je ne le comprenais pas, mais parce que quelque chose en moi avait besoin de voir la vérité devenir indéniable. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils avaient choisi de m'exclure, puis s'étaient souvenus de moi au moment où une facture arrivait à échéance. J'ai ouvert mon application bancaire avec des mains étonnamment calmes. Je m'attendais à de la colère, mais ce que j'ai ressenti était pire. Je me suis senti réveillé. Tout était là, aligné en petites rangées soignées. Des années à être utiles, déguisées en amour. 800 € ici pour une facture d'électricité en retard. 640 € pour la location de la voiture de Sienna parce qu'elle disait que ses contrats de marque étaient retardés. 2000 € pour le trou de l'hypothèque en octobre. Encore 1200 € quand Calvin a dit que les impôts fonciers avaient frappé plus fort que prévu. Le forfait téléphonique familial sur ma carte. Le compte de livraison de courses enregistré sur ma carte. Les services de diffusion en continu.
La franchise d'assurance que Mara avait dit qu'elle rembourserait et dont elle n'a plus jamais parlé. J'ai fait défiler l'écran jusqu'à ce que les chiffres cessent de ressembler à de l'argent et commencent à ressembler à des années de ma vie. J'ai repensé au sapin de Noël dans cette diffusion en direct, celui qui était assez haut pour frôler le plafond. J'ai repensé au DJ près de la cheminée. J'ai repensé à Mara riant à côté, habillée comme une femme qui n'avait pas dit à sa fille qu'il n'y aurait pas de Noël parce qu'ils étaient trop fauchés. J'ai rouvert le message de Calvin. Mon pouce a plané au-dessus du clavier. Il y avait tellement de choses que j'aurais pu dire. J'aurais pu demander pourquoi je n'étais pas invité. J'aurais pu envoyer des captures d'écran. J'aurais pu le supplier d'expliquer pourquoi tous les autres méritaient de la chaleur et de la musique alors que je méritais le silence. Mais supplier avait toujours été le piège. Cela leur donnait l'occasion de déformer l'histoire, de me traiter de personne sensible, dramatique, ingrate, difficile. J'ai donc tapé une seule phrase, oublie mon numéro. Je ne finance pas les menteurs. Je l'ai regardé pendant quelques secondes, puis j'ai appuyé sur envoyer avant que l'ancienne version de moi ne puisse l'adoucir. Ensuite, j'ai bloqué Calvin. J'ai bloqué Mara. J'ai bloqué Sienna. Non pas pour être cruel, mais parce que je savais qu'à la seconde où ils auraient accès à ma voix, ils essaieraient de me ramener dans le rôle qu'ils m'avaient assigné, la personne responsable, la personne compréhensive, celle qui payait silencieusement et s'excusait d'avoir besoin de respect. Après cela, j'ai commencé à passer des appels. D'abord, la banque. J'ai annulé chaque transfert récurrent lié à ma famille. La femme au bout du fil m'a demandé 2 fois si j'étais sûr, car certains paiements étaient actifs depuis longtemps. J'ai dit, oui, je suis sûr. Ensuite, j'ai retiré ma carte du compte de livraison de courses. J'ai annulé les lignes téléphoniques supplémentaires. J'ai changé les mots de passe de ma messagerie électronique, de ma banque, de mon identifiant Apple, de Venmo et de tout compte où quelqu'un dans cette maison aurait pu enregistrer un accès. Je me suis déconnecté de tous les appareils. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs. J'ai gelé l'autorisation de crédit partagé que Calvin m'avait autrefois convaincu de garder juste pour les urgences. Une femme de la compagnie de téléphone a fait une pause et a dit « Je suis désolé. Les histoires de famille pendant les fêtes peuvent être vraiment dures. » J'ai failli rire, car le mot dur semblait trop faible. Dur, c'était brûler le dîner ou rater un vol. Là, c'était découvrir que votre famille avait les moyens de s'offrir une fête, mais pas l'honnêteté. Quand j'ai fini, le ciel dehors était devenu bleu foncé. Mon café était resté intact sur le comptoir. Le cadeau non ouvert près de la porte m'a soudain paru embarrassant, comme la preuve que j'avais mal compris ma propre place dans la famille. Je l'ai ramassé, je l'ai porté dans le placard et je l'ai mis sur l'étagère la plus haute, là où je n'aurais pas à le voir. Puis, j'ai créé un dossier sur mon téléphone appelé épreuve. J'y ai mis l'enregistrement de la diffusion en direct, des captures d'écran de la publication de Sienna, le message de Calvin, les transferts bancaires, les confirmations de paiement et les courriels. Je ne savais pas encore à quoi cela me servirait. Je savais seulement que les gens qui mentent bruyamment comptent souvent sur le fait que vous n'avez aucune preuve. À 5h47 le lendemain matin, mon téléphone a recommencé à vibrer pour des numéros que je ne reconnaissais pas. À 6h du matin, il y avait 48 appels en absence. Un message vocal de Mara est arrivé. Sa voix était douce, tremblante, presque convaincante. Avery, s'il te plaît, nous pouvons parler. Il y a eu un malentendu. Rappelle-moi simplement. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai sauvegardé. Je n'ai pas rappelé, car pour la première fois depuis des années, j'avais compris quelque chose qu'ils auraient dû comprendre bien avant moi. Un malentendu n'a pas de DJ. À midi, la panique avait trouvé de nouveaux moyens de m'atteindre. Le premier message est arrivé sur Facebook via un compte que je n'avais pas utilisé depuis des mois. C'était Mara, écrivant comme une mère sur une carte de vœux au lieu d'une femme qui avait regardé sa fille être effacée de Noël. Ma chérie, s'il te plaît, ne prends pas une décision définitive pour une seule nuit d'émotion. Ton père subit beaucoup de pression. Nous le sommes tous. J'ai fixé les mots et je n'ai rien ressenti. Non pas parce que j'étais sans cœur, mais parce que j'avais finalement épuisé mon énergie à traduire les excuses en amour. Quelques minutes plus tard, Sienna a publié une image sur Instagram. Fond noir, texte blanc, petit emoji dramatique de cœur brisé. Certaines personnes gâcheront les fêtes juste pour se faire passer pour la victime.
Elle n'a pas prononcé mon nom. Elle n'en avait pas besoin. La moitié des personnes qui ont vu cette publication se trouvaient dans le salon la nuit précédente pendant qu'elle filmait le Noël familial parfait qui ne m'incluait apparemment pas. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai déposée dans le dossier d'épreuve. Puis ce fut le tour de tante Valérie. Je ne lui avais pas parlé depuis presque un an, mais soudain, elle avait mon numéro, ce qui m'indiquait exactement à quel point ma famille était devenue désespérée. Avri, a-t-elle dit quand j'ai répondu par curiosité, je suis très déçu. J'ai regardé le plafond et j'ai failli sourire. Pas de bonjour, pas de est-ce que tu vas bien? Juste une déception livrée comme un héritage familial. Elle m'a dit que Calvin et Marlo étaient dévastés. Elle m'a dit que Sienna avait pleuré toute la matinée. Elle m'a dit que Noël était stressant pour tout le monde et que je devais arrêter de punir les gens. Je l'ai laissé parler avant de poser une seule question. Vous ont-ils dit que l'on m'avait annoncé que Noël était annulé parce qu'ils étaient trop fauchés? Il y a eu un silence. Puis elle a dit, eh bien, ton père a dit que c'était censé être petit. J'ai dit, il y avait un DJ, tante Valérie. Un autre silence. J'ai ajouté, vous ont-ils dit que je paie une partie de leur hypothèque, la location de la voiture de Sienna, leur facture de téléphone et leurs courses depuis 3 ans? Cette fois, le silence fut plus long. Enfin, elle a dit, même si cela est vrai, la famille ne devrait pas tenir de compte. J'ai dit, c'est drôle, ils ont gardé mon numéro quand les factures sont arrivées à échéance. Elle m'a dit que j'étais froide. Je lui ai dit que j'étais précise. Puis j'ai raccroché. Le reste de la journée est devenu un défilé de demi-vérités. Calvin a envoyé un courriel depuis son compte professionnel parce que son numéro était bloqué. Objet, nous devons agir en adulte à ce sujet. Le courriel disait que j'avais mal compris la situation. Il disait que la fête avait été organisée à la dernière minute. Il disait que les gens étaient simplement passés. Il disait que Sienna avait lancé le direct sans réfléchir. Il disait qu'il ne m'avait pas invité parce qu'il supposait que je serais fatigué par le travail. Chaque phrase dépendait du fait que j'oublie ce que j'avais vu de mes propres yeux. Les gens n'engagent pas un DJ par accident. Ils ne commandent pas des plateaux de nourriture par accident. Ils ne décorent pas la maison de l'entrée à la cheminée par accident. Et ils n'invitent certainement pas par accident des cousins, des voisins, des amis et tante Valérie tout en oubliant la fille qui paie les factures. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai sauvegardé le courriel et je l'ai ajouté au dossier. Je ne préparais pas encore de vengeance. Je préparais ma protection. Il y a une différence. La vengeance veut que les gens souffrent. La protection veut qu'ils arrêtent de vous atteindre avec le couteau. Le soir venu, les conséquences pratiques ont commencé. La société de location de voitures de Sienna a envoyé un rappel parce que la carte enregistrée avait été refusée. Le fournisseur de téléphonie a envoyé un courriel automatique indiquant que 2 lignes seraient suspendues si le paiement n'était pas mis à jour. Une commande de livraison de courses a essayé d'être traitée et a été refusée. Le paiement de l'hypothèque que Calvin attendait de moi n'est pas apparu. Soudain, la famille qui avait été trop fauchée pour m'inclure à Noël avait assez d'énergie pour me contacter de toutes les directions. Numéros inconnus, absence d'identifiant d'appel, messages Facebook, courriel, et même une demande Venmo de Sienna avec une note disant « Pouvons-nous ne pas être mesquins ?» J'ai fixé ce message pendant un long moment. Mesquin? C'était comme cela qu'ils appelaient la situation où la personne qu'ils utilisaient arrêtait de se porter volontaire pour être utilisée. J'ai refusé la demande et je l'ai bloquée là aussi. Vers minuit, j'ai reçu une alerte de ma banque. Tentative de connexion suspecte bloquée. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Pas exactement de peur, mais à cause de la confirmation écœurante qu'il ne faisait plus seulement demander. Quelqu'un avait essayé d'accéder à mon compte en utilisant une ancienne adresse électronique de récupération que j'avais utilisée une fois sur l'ordinateur portable de Calvin pour l'aider à réinitialiser son propre mot de passe. J'ai appelé la banque immédiatement. Le service des fraudes a confirmé que la tentative provenait d'un emplacement d'appareil familier près de Mintonka, où vivaient mes parents. La représentante m'a demandé si je voulais déposer une note de sécurité formelle. J'ai dit oui. Puis je lui ai demandé de tout verrouiller. Nouveau nom d'utilisateur, nouveau mot de passe, nouvelle méthode de vérification, aucune option de récupération partagée, aucun appareil reconnu. Lorsque l'appel s'est terminé, je suis resté assise dans mon appartement avec toutes les lumières allumées. Être exclu faisait mal,
qu'on me mente faisait mal, qu'on me demande de l'argent le lendemain matin était dégoûtant. Mais essayer d'entrer dans mon compte après que j'ai dit non m'indiquait exactement à qui j'avais affaire. Ce n'étaient pas des personnes confuses qui avaient fait une erreur. C'étaient des personnes désespérées qui croyaient que mes limites étaient des problèmes techniques à contourner. Au lever du soleil, j'avais pris une décision. J'allais conduire jusqu'à Mintonka, non pas pour supplier, non pas pour crier, non pas pour obtenir des excuses. J'allais y aller pour les regarder dans les yeux pendant que je fermais la dernière porte qu'ils pensaient encore avoir dans ma vie. Le trajet jusqu'à Mintonka prenait habituellement 25 minutes. Mais ce matin-là, j'ai eu l'impression de voyager à l'envers à travers chaque version de moi-même que j'avais été dans cette famille. La petite fille qui attendait près de la fenêtre que Calvin rentre du travail. L'adolescente qui avait appris à ne pas se plaindre parce que Mara disait que le stress rendait son père colérique. L'étudiante qui envoyait de l'argent à la maison parce que Sienna avait besoin d'une robe pour un bal. La femme adulte qui continuait à dire oui parce que non semblait toujours coûter plus cher que l'argent. La neige était tassée le long des trottoirs lorsque je me suis engagé dans leur rue. La maison semblait presque ridicule à la lumière du jour. Les lumières de Noël clignotaient encore autour du toit. Une couronne était accrochée à la porte. Il y avait des sacs poubelles près du portail latéral. Des boîtes de nourriture de traiteur étaient visibles à travers le plastique. Des bouteilles de champagne vides s'entrechoquaient lorsque le vent poussait un sac sur le côté. Cela ressemblait au lendemain d'un mensonge. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je suis resté assise là pendant 1 minute, respirant lentement, m'assurant que je n'étais pas sur le point d'entrer comme la fille blessée qu'il savait manipuler. Je devais entrer comme la femme qui était propriétaire de son propre nom, de son propre argent et de son propre silence. Quand j'ai sonné, personne n'a répondu au début, alors j'ai frappé fort. Quelques secondes plus tard, Calvin a ouvert la porte. Il avait l'air plus petit que ce à quoi je m'attendais. Le même homme, le même visage, mais sans la confiance qu'il affichait quand il demandait de l'aide, comme si c'était son droit. « Avery » a-t-il dit, le soulagement traversant son expression comme s'il pensait que j'étais venu tout arranger. « Dieu merci. Nous devons parler. » Je ne suis pas entré. J'ai dit, quelqu'un a essayé d'accéder à mon compte bancaire la nuit dernière. Son visage a changé. Pas assez pour qu'un étranger le remarque, mais assez pour moi. Un tressaillement près de l'œil. Une inspiration rapide. J'ai dit, je suis ici pour m'assurer que chaque ancien courriel, appareil, mot de passe et identifiant enregistré lié à moi est supprimé de cette maison. Il a regardé derrière lui comme s'il avait besoin de renfort. Mara est apparue dans le couloir, vêtue d'un peignoir, les yeux rouges. Avery, ma chérie, cela a pris des proportions démesurées. J'ai dit, ne m'appelle pas ma chérie. Trouve l'ordinateur portable. La mâchoire de Calvin s'est crispée. Personne n'a essayé de te voler. J'ai dit, je n'ai pas dit voler. J'ai dit accéder. Intéressant que ton esprit soit allé dans cette direction. Mara a émis un petit son blessé. Puis Sienna a descendu les escaliers en pantalon de jogging, tenant son téléphone comme s'il faisait partie de sa main. « Tu es sérieuse là » a-t-elle dit. « Tu débarques ici comme si nous étions des criminels. » Je l'ai regardé. « Tu as lancé un direct dans une maison pleine de monde après que l'on m'a dit que Noël était annulé. » Elle a levé les yeux au ciel avant de pouvoir se retenir. « Cela ne te concernait pas. » Cette phrase était presque drôle. J'ai dit, exactement. C'était bien le problème. Calvin s'est interposé entre nous et a essayé d'utiliser la voix qui fonctionnait sur moi depuis des années, basse et ferme, comme si l'autorité pouvait remplacer la responsabilité. Avery, tu es contrarié. D'accord, mais couper les paiements du jour au lendemain, annuler les lignes téléphoniques, embarrasser ta sœur. Ta mère pleure depuis hier. J'ai demandé, a-t-elle pleuré quand elle m'a regardé être exclue? Personne n'a répondu. Je me suis tourné vers Mara. Savais-tu que je n'étais pas invité? Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Elle a regardé Calvin, puis Sienna, puis de nouveau moi. Nous pensions que ce serait plus facile, a-t-elle murmuré. Plus facile pour qui, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu, et elle n'en avait pas besoin. Sienna est intervenue parce que le silence la mettait mal à l'aise, sauf si c'était elle qui le provoquait. Papa a dit que tu rendrais les choses gênantes. Il a dit que tu agissais toujours comme si nous te devions quelque chose. Calvin a craqué.
Sienna, arrête. Tout était là. Pas un malentendu familial, mais une discussion familiale à laquelle je n'avais pas été invité, suivie d'une décision familiale de m'écarter de la célébration et de me garder sur la liste de paix. J'ai hoché la tête lentement. Merci. Pour une fois, l'un de vous a dit la vérité. Le visage de Calvin est devenu rouge. Ne déforme pas cela, a-t-il dit. Je ne déforme rien. J'ai fini de redresser ce que vous continuez tous à tordre. J'ai demandé l'ordinateur portable à nouveau. Calvin a essayé de discuter, mais Mara est finalement allée dans le bureau et est revenue avec. Je l'ai regardé retirer mon adresse électronique des mots de passe enregistrés, supprimer l'ancien lien de récupération et se déconnecter de tous les comptes où mon nom apparaissait. Ensuite, j'ai demandé la tablette que Sienna avait utilisée une fois pour se connecter à mon compte de diffusion en continu. Elle a grogné, mais l'a rapporté du salon. J'ai vérifié cela aussi. La maison était silencieuse, à l'exception des petits cliquetis des touches et de la respiration dramatique de Sienna. Derrière eux, le salon avait encore des décorations partout. Des paillettes sur le sol, des gobelets en plastique sous la table basse, une bannière argentée sur la cheminée qui disait « Béni ». J'ai fixé ce mot et j'ai failli rire. Quand j'ai eu fini, j'ai fermé l'ordinateur portable et je l'ai fait glisser sur la table. Calvin a dit « Alors c'est tout ? Tu vas simplement nous abandonner ?» Je l'ai regardé pendant un long moment. « Non, ai-je dit. Je vais arrêter d'entretenir l'illusion que vous m'aimiez pendant que vous m'utilisiez. » Mara a commencé à pleurer à ce moment-là. De vraies larmes ou des larmes utiles. Je ne pouvais plus faire la différence. Sienna a dit « Tu ruines tout. » J'ai pris mon sac. Non, j'ai arrêté de payer pour tout ce que vous étiez déjà en train de ruiner. À la porte, Sienna m'a suivi. Avery, pouvons-nous juste avoir 5 minutes? Je me suis retourné. Je vous ai donné 3 ans. Vous les avez dépensés. Puis je suis sorti dans le froid. Calvin a appelé mon nom une fois depuis le porche, mais je ne me suis pas retourné. Pendant 2 jours après cela, rien ne s'est passé. Et le silence m'a paru si étrange que je ne lui faisais pas confiance. Je suis allé travailler. J'ai répondu au courriel. J'ai fait du café. J'ai plié le linge. J'ai fait des choses normales avec les mouvements prudents de quelqu'un qui s'éloigne d'un accident de voiture. Une partie de moi s'attendait à ce que la culpabilité arrive, car la culpabilité avait toujours été le messager le plus fiable de ma famille. Mais ce qui est arrivé à la place, c'est la clarté. J'ai réalisé combien d'heures de ma vie j'avais passé à attendre la prochaine demande. Une facture, une faveur, une crise, une urgence familiale qui devenait d'une manière ou d'une autre ma responsabilité avant même que je ne comprenne ce qui s'était passé. Sans ces messages, mon appartement semblait plus grand. Mes soirées semblaient plus longues. Mon propre argent semblait inhabituel sur mon compte, comme quelque chose que j'avais le droit de garder. Puis, le 3e jour, l'enveloppe est apparue sous ma porte. Pas de timbre, ce qui signifiait que quelqu'un était venu dans mon immeuble et l'avait glissé là à la main. Mon estomac s'est noué quand j'ai vu l'écriture de Mara. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais les preuves étaient devenues une habitude, alors j'ai pris une photo de l'enveloppe avant de la toucher. À l'intérieur se trouvait une lettre de 4 pages. Elle l'avait écrite avec soin, de la même manière qu'elle écrivait des cartes de remerciement pour les personnes qu'elle voulait impressionner. Elle commençait par « Avery, ma belle-fille », ce qui m'a fait comprendre que la représentation avait commencé avant la fin de la première phrase. Elle a écrit que Noël avait été compliqué. Elle a écrit que Calvin avait été gêné par l'argent. Elle a écrit que Sienna avait besoin d'une soirée heureuse parce que sa carrière était stressante et que les médias sociaux faisaient partie de son travail. Elle a écrit qu'il n'avait jamais eu l'intention de me blesser. Puis, à la moitié de la 2e page, elle a écrit la phrase qui m'a glacé la poitrine. Nous pensions que tu avais l'habitude d'être la forte. Je l'ai relu. L'habitude. Comme si être laissé de côté était un muscle que j'avais entraîné. Comme si la solitude devenait acceptable une fois que tout le monde était d'accord. Je l'ai bien supporté. Je n'ai pas pleuré. J'ai plié la lettre, je l'ai glissée à nouveau dans l'enveloppe et je l'ai placée dans le tiroir du dossier des preuves, à côté des copies imprimées des alertes bancaires. Ce soir-là, tante Valérie a appelé de nouveau d'un numéro différent. Je savais que c'était elle parce qu'elle a soupiré avant de dire bonjour. Elle m'a dit que Marlo était dévastée.
Elle m'a dit que Calvin ne dormait plus. Elle m'a dit que Sienna avait perdu des abonnés parce que les gens posaient des questions sous sa vidéo de Noël. J'ai dit, cela semble inconfortable. Elle a dit, Avery, ne sois pas cruel. J'ai dit, cruel, c'était de me dire que Noël était annulé et ensuite de le publier en ligne sans moi. Cruel, c'était de demander 2000 € le lendemain matin. Cruel, c'était d'essayer d'accéder à mon compte après que j'ai dit non. Tante Valérie a baissé la voix. Ton père dit que cette histoire de banque était une erreur. J'ai demandé, l'erreur connaissait-elle mon adresse électronique de récupération? Elle n'a pas aimé cela. Elle m'a dit que je devenais amer. Je lui ai dit que l'amertume était ce qui arrivait quand les gens s'attendaient à ce que vous avaliez du poison poliment. Puis j'ai raccroché. Quelques heures plus tard, Calvin a laissé un message vocal. Je ne l'ai écouté que parce que je voulais savoir quelle version de lui avait appelé. La version désolée ou la version en colère. C'était celle en colère. Avery, a-t-il dit, la voix tendue et contrôlée. Tu as fait passer ton message. Ta mère pleure. Ta sœur est humiliée. Valérie dit que les gens parlent. J'espère que tu es fier de toi. Il y a eu une pause et quand il a repris la parole, le masque était complètement tombé. Tu as toujours eu besoin de te sentir supérieur. Agissant toujours comme si tu étais la seule personne responsable de la famille. Eh bien, félicitations. Tu as enfin obtenu ce que tu voulais. Tout le monde te voit. J'ai sauvegardé le message vocal 2 fois. Une fois sur mon téléphone et une fois dans le nuage. Parce que ce message était la vérité qu'aucune lettre d'excuse ne pouvait couvrir. Il n'était pas désolé que j'ai été blessé. Il était furieux que j'ai arrêté d'absorber les conséquences de ses choix. Le lendemain matin, je me suis connecté à la page publique de Sienna depuis un navigateur où je n'étais pas identifié. Je n'ai pas cherché parce qu'elle me manquait. J'ai cherché parce que les gens comme Sienna ne souffrent jamais en silence. Ils décorent les dégâts et appellent cela du contenu. Sa diffusion en direct de Noël avait été supprimée, mais Internet avait déjà fait ce qu'Internet fait. Quelqu'un en avait coupé quelques secondes. La partie où elle criait « Joyeux Noël » avec les gens qui étaient réellement venus. Sous la republication, quelqu'un avait commenté « N'avait-on pas dit à sa sœur que la famille était trop fauchée pour fêter cela ?» Une autre personne a écrit « Imaginez exclure la personne qui paie vos factures. » J'ai fixé ce commentaire pendant un long moment. Je n'avais rien publié. Je n'avais pas raconté ma version publiquement. Pourtant, la vérité avait commencé à ramper à travers les fissures qu'ils avaient créées. Cet après-midi-là, Nora Bennett m'a appelé. Nora était une ancienne amie d'université devenue avocate, le genre de personne qui parlait calmement même en expliquant des choses terribles. Je lui avais envoyé un court message pour lui demander conseil, non pas parce que je voulais poursuivre ma famille en justice, mais parce que je voulais m'assurer qu'il n'avait aucune voie légale ou financière pour revenir dans ma vie. Elle a écouté pendant que j'expliquais les paiements, les comptes partagés, la tentative de connexion, la pression familiale. Quand j'ai fini, elle a dit « Avery, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Tu ne réagis pas de manière excessive. Ce que tu décris est de l'exploitation financière enveloppée dans un langage familial. » J'ai fermé les yeux quand elle l'a dit. Exploitation financière. Pas de l'aide, pas un comportement dramatique, pas un malentendu. Nora m'a dit de tout rassembler, d'écrire une lettre officielle de limite, de fermer tout accès partagé restant et de cesser de communiquer, sauf par écrit. Puis elle a dit quelque chose que j'ai noté parce que j'en avais besoin. L'amour n'exige pas que tu laisses ton portefeuille ouvert. Cette nuit-là, j'ai commencé à construire le tableau de calcul. Chaque transfert, chaque paiement, chaque abonnement, chaque urgence que l'on m'avait fait me sentir coupable de résoudre. Le total a grimpé plus vite que je ne le pensais. Quand j'ai eu fini, il s'élevait à plus de 42 000 €. J'ai fixé le chiffre jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Ce n'était plus de la générosité. C'était une seconde vie que j'avais financée pendant que la mienne attendait tranquillement dans un coin. Le lendemain matin, j'ai imprimé le tableau parce que j'avais besoin de voir le total sur papier. 42 316 €, sans compter les cadeaux, les plans annulés, les appels de fin de soirée ou le travail émotionnel que j'avais confondu avec de la loyauté. Nora m'a aidé à rédiger la lettre. Elle n'était pas cruelle, et cela comptait pour moi. Je voulais que chaque mot soit assez propre pour résister à la lumière du jour. À Calvin Monroe,
Mara Monroe et Sienna Monroe, commençait-elle. Cette lettre confirme que je ne fournirai plus de soutien financier, d'accès au compte, de transfert d'urgence, de paiement de facture ou de méthode de paiement pour tout foyer, véhicule, abonnement, prêt, service ou dépenses personnelles qui vous est lié. Vous trouverez ci-joint un résumé du soutien financier fourni au cours des 3 dernières années. Je ne demande pas de remboursement pour le moment. Ce document sert de dossier final et de fin formelle à toute implication financière. Ne me contactez pas pour de l'argent. N'essayez pas d'accéder à mes comptes. N'envoyez pas de tiers pour faire pression sur moi. Toute autre tentative d'utiliser mes informations personnelles, mes mots de passe enregistrés ou mes méthodes de paiement sera documentée. Veuillez communiquer uniquement par écrit et seulement si vous assumez l'entière responsabilité sans demande, accusation ou condition. Je l'ai signé avec mon nom complet, Avery Monroe. Pas fille, pas sœur, pas fonds d'urgence familiale. Ensuite, j'en ai posté 3 copies par courrier recommandé, une à chacun d'eux. J'ai envoyé une 4e copie à tante Valérie parce qu'elle avait choisi d'aider à faire pression sur moi. La réponse est arrivée en morceaux, comme une maison qui craque avant de s'effondrer. D'abord, les lignes téléphoniques ont été coupées. Sienna a publié depuis le compte d'un ami qu'elle faisait une pause à cause de l'énergie toxique. Puis la société de location de voitures l'a appelée, elle et non moi, pour la première fois depuis des années. Elle m'a envoyé un courriel sans objet. Tu aurais pu me prévenir avant de détruire mon moyen de transport. Je n'ai pas répondu. Un avertissement aurait été de dire à sa sœur que Noël était annulé tout en se préparant à filmer la fête. Ensuite est venu le tour de Calvin. Son courriel était court, ce qui signifiait que la panique avait remplacé la représentation. Tu nous as mis dans une position impossible. Nous pourrions perdre la maison. S'il te plaît, appelle ta mère. Je n'ai pas appelé. La maison n'était pas en danger parce que j'avais arrêté de payer. Elle était en danger parce que Calvin avait construit un style de vie sur de l'argent qu'il ne gagnait pas et une gratitude qu'il ne ressentait pas. Une semaine plus tard, le véhicule a disparu de leur allée. Tante Valérie a envoyé un dernier message avant que je ne la bloque, elle aussi. Ton père a dû vendre son véhicule. J'espère que cela te fait te sentir puissante. Cela ne m'a pas fait me sentir puissante. Cela m'a fait me sentir dans mon bon droit. Calvin adorait ce véhicule parce qu'il prouvait quelque chose aux voisins. Le perdre le blessait là où l'apparence comptait le plus. Les conséquences pour Mara ont été plus silencieuses, mais peut-être pires. Elle travaillait dans le secrétariat d'une école primaire locale où les commérages voyageaient plus vite que la météo. Un parent qui suivait la page de Sienna a demandé si tout allait bien avec ses filles. Puis une autre personne a demandé pourquoi Avery n'avait pas été là à Noël. Mara, qui avait passé des années à présenter notre famille comme une parfaite carte de vœux, devait maintenant sourire face à des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre sans mentir à nouveau. La chute de Sienna fut plus bruyante. Elle a perdu un contrat d'organisation de fête prénuptiale après que la sœur de la mariée a vu le drame en ligne et a décidé qu'elle ne voulait pas qu'une personne à problème soit impliquée dans un événement familial. Sienna a publié une vidéo en larmes sur la trahison et sur le fait qu'Internet ne connaît jamais toute l'histoire. Les gens dans les commentaires ont demandé quelle était toute l'histoire. Elle l'a supprimée en moins d'1 heure. Je n'ai rien regardé de tout cela avec joie. J'avais imaginé que la vengeance ressemblerait à du feu, mais cela ressemblait plutôt à de la distance, comme regarder une tempête par la fenêtre après avoir passé des années debout dehors sous la pluie. 2 semaines après l'arrivée des lettres recommandées, Calvin et Mara ont mis la maison sur le marché. L'annonce la décrivait comme une charmante maison familiale. Les photos montraient le même salon que celui de la diffusion en direct, maintenant nettoyé et mis en scène, sans digi, sans champagne et sans aucune preuve, sauf dans ma mémoire. Sienna a envoyé un autre courriel lorsque l'annonce a été publiée. Tu as ruiné notre famille. J'ai enfreint ma règle et j'ai répondu une fois. Non, j'ai arrêté de financer la version de celle-ci que tu as jouée en ligne. Puis j'ai bloqué son courriel aussi. Le message final est venu de Mara, par l'intermédiaire de Nora. Nous comprenons ton point de vue maintenant. Nous aurions juste aimé que tu parles plus tôt avant que cela n'aille aussi loin. J'ai failli répondre avec toutes les fois où j'avais parlé, toutes les fois où j'avais dit que j'étais fatigué, toutes les fois où j'avais demandé à être incluse. Mais les gens comme Mara ne comptent pas vos mots jusqu'à ce que votre silence leur coûte quelque chose. Alors je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert un nouveau compte d'épargne avec le même montant que je leur envoyais chaque mois.
Je l'ai nommé épais. C'était le premier compte que j'avais jamais ouvert que personne d'autre ne pouvait vider. Le printemps est arrivé lentement cette année-là, avec de la neige sale fondant sur les bords des parkings, et la lumière du soleil revenant comme si elle n'était pas sûre d'avoir été invitée. À ce moment-là, Calvin et Mara avaient emménagé dans une maison de ville plus petite à 20 minutes de l'ancien quartier. Je ne les ai pas aidés à faire leur carton. Je n'ai pas demandé où ils avaient mis les décorations de Noël. Je ne suis pas passé en voiture devant le nouvel endroit. J'ai appris par un dernier message de Nora que Calvin avait accepté par écrit de ne plus me contacter pour obtenir de l'aide financière. Cette phrase m'a donné plus de paix que n'importe quelles excuses ne l'avaient jamais fait. Sienna a emménagé avec un colocataire après que la situation de la voiture est devenue impossible et que sa présence en ligne a changé presque du jour au lendemain. Moins de champagne, moins de légendes familiales parfaites, plus de citations vagues sur la guérison. J'espérais qu'elle guérirait vraiment un jour, mais je n'avais plus besoin d'être la leçon qu'elle apprenait à mes dépens. Tante Valérie a cessé d'appeler après avoir reçu le tableau. Je pense que les chiffres peuvent faire ce que les émotions ne peuvent pas. Ils donnent à la négation un aspect coûteux. Quant à moi, j'ai déménagé aussi, pour un appartement plus lumineux et plus proche du centre-ville de Minneapolis, avec des fenêtres qui captaient la lumière du matin et une petite deuxième pièce que j'ai transformée en bureau. La première nuit là-bas, j'ai commandé de la nourriture thaïlandaise, j'ai posé une lampe bon marché sur le sol parce que mes meubles n'étaient pas encore arrivés, et je me suis assise contre le mur pour dîner dans la boîte. Personne n'a appelé pour demander de l'argent. Personne ne m'a accusé de les avoir abandonnés. Personne n'avait besoin de moi pour résoudre une crise qu'ils avaient créée. Le silence ne semblait plus vide. Il semblait être à moi. J'ai commencé une thérapie en mars. Au début, j'ai continué à essayer de raconter l'histoire d'une manière qui me faisait paraître juste envers tout le monde. Mon thérapeute a fini par demander, « Avery, que se passerait-il si tu la racontais sans les protéger ?» Je n'ai pas pu répondre. Les protéger étaient devenus tellement automatiques que la vérité semblait impolie. Mais semaine après semaine, j'ai appris à nommer les choses correctement. Être utile n'est pas la même chose qu'être aimé. Être fort n'est pas une permission pour que les autres vous négligent. La famille peut être réelle et tout de même ne pas être un endroit sûr. Le pardon n'est pas un plan de paiement. J'ai également commencé à animer de petits ateliers en ligne sur les finances personnelles de base pour les jeunes femmes qui se sentaient responsables de sauver tout le monde autour d'elles. Je ne racontais pas toute mon histoire, mais elles vivaient derrière chaque leçon. Comment séparer la générosité de la culpabilité? Comment constituer un fonds d'urgence qui est réellement pour vous? Comment supprimer les cartes enregistrées des comptes partagés? Comment dire « je n'ai pas les moyens » sans présenter une défense de tribunal? Comment comprendre que « non » est une phrase complète, même quand la personne qui l'entend vous a élevé? Ces ateliers sont devenus la première bonne chose qui a poussé de tout ce qui s'était passé. L'argent que j'avais l'habitude d'envoyer à Calvin, Mara et Sienna allait maintenant vers l'épargne, la thérapie, de meilleures courses et un cours de poterie le samedi où personne ne me connaissait comme la personne fiable. J'étais juste Avery, la femme dont les tasses sortaient légèrement de travers, mais qui riait quand cela arrivait. Cet été-là, j'ai croisé une cousine sur un marché de producteurs. Elle avait l'air nerveuse, comme si je risquais d'exploser en public. Je ne l'ai pas fait. Elle a dit, « Je veux juste que tu saches que beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas toute l'histoire. » J'ai dit, « Je sais. » Elle s'est excusée d'avoir été à la fête. Je l'ai remerciée et je le pensais. Puis elle a dit quelque chose qui est resté en moi. Je pense qu'il pensait que tu reviendrais toujours parce que tu l'avais toujours fait. C'était toute l'histoire. Il ne croyait pas que j'avais une limite parce que je les avais entraînés à ne pas en voir. Je les avais entraînés avec chaque oui que je donnais quand je voulais dire non. Chaque paiement que je faisais tout en me disant que c'était juste pour cette fois. Chaque vacances où j'avalais ma déception parce que garder la paix semblait plus facile que de demander le respect. C'était la vérité éducative que j'aurais aimé que l'on m'enseigne plus tôt. L'amour sans limite ne devient pas plus profond. Il devient plus facile à exploiter. Aider la famille peut être magnifique, mais seulement lorsque l'aide est donnée librement, reçue honnêtement, et jamais exigée comme preuve de loyauté. Quand les gens ne se souviennent de votre nom que lorsque les factures arrivent à échéance, ils n'honorent pas votre cœur. Ils utilisent votre accès. Et quand vous fermez enfin cet accès, vous ne détruisez pas la famille. Vous révélez ce qui était déjà brisé. Le Noël suivant, j'ai acheté un petit sapin pour mon appartement.
pas énorme, pas le genre que les gens publient en ligne pour prouver qu'ils sont heureux, juste un arbre simple avec des lumières chaudes et des ornements que j'avais choisis moi-même. J'ai préparé le dîner, j'ai invité 2 amis et j'ai laissé mon téléphone dans l'autre pièce. Plus tard dans la nuit, j'ai vu un appel en absence d'un numéro inconnu. Pas de message vocal, pas de texte. Pendant un instant, le vieux réflexe s'est réveillé en moi. Le besoin de savoir, le besoin de réparer, le besoin d'être disponible. Puis j'ai regardé mon petit sapin, ma cuisine propre, ma maison calme, et j'ai laissé le sentiment passer. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas mené l'enquête. Je n'ai pas ouvert une porte juste parce que quelqu'un frappait de l'autre côté. Noël n'avait pas été annulé après tout. Il avait simplement été rendu à la personne qui avait passé trop d'années à payer pour le bonheur de tous les autres tout en oubliant le sien.